Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 5% des écoliers, 6% des collégiens, 4% des lycéens sont considérés comme victimes de harcèlement. C'est ce qu'indique la première édition du baromètre annuel du harcèlement en milieu scolaire. Il a été réalisé en novembre dernier par l'Éducation nationale. On aborde ce fléau aujourd'hui par le biais de la fiction avec le nouveau roman d'Amélie Antoine. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire de l'art et double actualité, une expo et un anniversaire. L'anniversaire, c'est celui de l'impressionnisme. Il a 150 ans. L'expo, elle se passe au musée d'Orsay. L'heure de la récré, toujours avec Cécile et cette excellente idée, lutter contre l'échec scolaire grâce aux échecs. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Célie Luton. On poussera les portes de sa librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Que s'est-il passé à la fin de cette année de 3e au Collège Les Horizons? Un drame à l'évidence. Il ne se dévoile que par petites touches dans Ne vois-tu rien venir, le nouveau roman d'Amélie Antoine. Il vient de sortir chez Cyrose. Drame du harcèlement, le harcèlement qui toucherait donc un élève sur 2 en France et qui est devenu un délit pénal. Un élève sur 10, je pense, est devenu un délit pénal. Amélie Antoine, bonjour. Bonjour. Je m'embrouille dans mes propres chiffres, pardonnez-moi. Cette histoire, ce fait de société, vous avez choisi de le traiter sous la forme du roman, autour de 2 protagonistes principales, Sarah et Orlan. Vous nous les présentez rapidement? On va commencer avec Orlan. Alors Orlan... Elle est plus gentille. Collège des Horizons, classe de 3e. Orlan vient d'arriver dans le collège puisqu'elle a déménagé avec sa famille d'une autre région. Elle arrive le jour de la rentrée scolaire. Elle ne connaît personne. Elle avait beaucoup d'amis de là où elle venait. Elle adore la magie. Du côté de Toulouse, hein, si je me souviens bien. Ouais. Elle adore la magie, faire des tours de magie, etc. Elle pense que cette année va bien se passer, qu'elle va rapidement se faire des amis. Et c'est absolument pas ça qui se passe puisqu'elle croise la route d'une autre élève. Et le regard de Sarah. Voilà, Sarah qui, dès le premier jour de la rentrée, la prend en grippe et décide de s'attaquer à elle et de faire de sa vie un véritable enfer, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, et ça va marcher. Le fil du roman, c'est donc ce harcèlement dont on comprend très vite, en vous lisant, qu'il va aboutir à un drame, parce que c'est dit quasiment dès les premières pages de l'ouvrage, sauf qu'on ne découvre la nature de ce drame qu'à la fin. Le premier point qui est très saisissant, c'est que dès le début, Sarah, elle désigne sa proie, et c'est vraiment une proie, au premier regard. Elle la jauge, elle la juge, elle sait que c'est elle. C'est ça. Je pense que c'est de toute façon le mécanisme des harceleurs. Ils ont une faculté, j'allais dire un talent, mais on va parler de faculté, à déceler la faille de quelqu'un, la vulnérabilité de quelqu'un. Et on est tous à un moment donné dans notre vie vulnérables. On ne parle pas d'un enfant qui est différent, on parle d'un enfant qui à un moment donné peut être fragile, en situation de vulnérabilité. La fragilité d'Orlan à ce moment-là, c'est qu'elle est nouvelle. C'est qu'elle est nouvelle et qu'il y a un certain nombre de choses dans sa vie qui font qu'elle ne va pas forcément réagir comme on pourrait l'attendre. Et que, du coup, Sarah va se focaliser sur elle durant toute l'année scolaire. Ça fait puisque ça fonctionne. Ouais. Alors, Sarah Orlan, malgré tout, c'est un roman choral. Hein, il alterne les points de vue des 2 principales protagonistes, mais c'est un peu comme dans la tragédie antique. Il y a le chœur qui est composé par la famille, les profs, qui ont la parole régulièrement. Ça, c'était important pour vous aussi de raconter tout ce qui se passe autour de cette situation de harcèlement. C'était important pour moi que ce soit un roman choral avec d'un côté Sarah et de l'autre côté Orlan et qu'on ait le point de vue des 2 et qu'on ait le ressenti des 2 sur la situation, qu'on puisse être dans la peau à la fois de celle qui est harcelée et de celle qui fait subir ça à l'autre. C'était également important d'avoir le témoignage de l'entourage, donc effectivement les parents, les profs, les amis, les camarades de classe, d'avoir à la fois ceux qui ne voient rien venir, puisque c'est le titre du roman, ceux qui découvrent après coup ce qui s'est passé, ceux qui savaient très bien mais qui n'ont pas agi, et tout le monde a toujours une bonne raison. Ouais, et tout le monde minimise quand même. En lisant votre livre, j'ai pensé à l'histoire, vous savez, de la grenouille qu'on plonge dans l'eau bouillante, et essaye tout de suite de s'en sortir, tandis que si on la met dans l'eau froide et qu'on monte tranquillement à la température, elle reste dedans, et à la fin, elle meurt. Vous avez voulu montrer que le harcèlement, c'est aussi un continuum, c'est-à-dire que ça commence par des petites choses qui, au fond, prises isolément, c'est pas si grave que ça, et qu'ensuite, il y a ce phénomène d'emprise et qui devient proprement invivable. C'est exactement ça. Ça commence, alors pas forcément tout doucement, mais malgré tout, si on prend les situations de départ et ensuite ce qui est donné à vivre à Orlan, effectivement qu'il y a une gradation. Il y a aussi le fait que rien ne s'arrête. C'est pas quand elle quitte le collège, on est le soir ou le week-end ou pendant les vacances que les choses s'arrêtent, absolument pas. Avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, rien ne s'arrête. Et donc l'emprisonnement se fait petit à petit.
Et au départ, où elle se dit c'est pas grave, où ils vont se lasser, il y a absolument, évidemment, rien de tout ça qui se passe, et on est effectivement dans cette situation d'enfermement graduel. Ils vont d'autant moins se lasser que vous mettez en scène ce phénomène qui est connu, qui est vraiment dans les patterns du harcèlement de meute, qui est un grand classique, c'est que Sarah va complètement isoler Orlan, y compris de l'élève qui trouve Orlan plutôt sympa, qui copine avec elle, Maïssa, mais à un moment donné, même Maïssa ne tient plus, quoi. Oui, mais en réalité, c'est pas vraiment une action de Sarah qui fait ça. C'est le fait que Maïssa, à un moment, se dise « Je ne peux pas continuer à être amie avec Orlan, sinon la prochaine sur la liste sera moi. » C'est ça. Et donc, il vaut mieux que je prenne mes distances, comme si le harcèlement était contagieux. Et il y a un côté comme ça. Et c'est dit dans le livre, on est du côté des proies ou de ceux qui traquent. Et oui, c'est ça. À chaque étape de montée de température, si je garde ma métaphore de la grenouille dans la casserole, quelque chose pourrait quand même arriver qui pourrait endiguer le mécanisme. Et ça ne se produit pas. Parce que vous le montrez, y compris à travers les témoignages qu'il y a autour. Il y a beaucoup de choses qui beaucoup de vos témoins, les parents, etc., disent « Ah, il aurait peut-être suffi de ça ». Mais oui, parce que c'est aussi ça qui est important dans le témoignage de l'entourage, c'est d'avoir ce sentiment que chaque personne, à un moment donné, aurait peut-être pu aider, guider, conseiller, se rendre compte. Voilà, par exemple, si on prend le personnage de Maïssa, si elle n'avait pas tourné le dos à Orlan ne se serait pas retrouvé encore plus esselé dans une solitude écrasante. Et peut-être que la spirale se serait inversée à un moment donné grâce à la force de l'amitié aussi. Mais il y a aussi les enseignants, les parents, la CPE. On va continuer à en parler avec Amélie. Antoine, ne vois-tu rien venir, le nouveau roman qu'elle vient de publier, c'est chez Syros, mais pour l'heure l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Vous vous transformez en professeur d'histoire de l'art aujourd'hui avec cet anti-sèche consacré aux impressionnistes, courant il y a 150 ans et qui donne lieu à une nouvelle exposition. Ça se passe au musée d'Orsay à Paris. Alors oui, en effet, il y a 150 ans, ouvrait la première exposition impressionniste à Paris. C'était un 15 avril. 31 artistes, dont Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley ou encore Cézanne, avaient décidé de s'affranchir des règles et en organisant leur propre exposition en dehors des voies officielles. C'est vrai. Et cette date est considérée comme le coup d'envoi de ce mouvement qui est donc l'impressionnisme. Et donc l'exposition dont on a parlé s'appelle Paris 1874, inventer l'impressionnisme, et se tient jusqu'au 14 juillet prochain. Elle présentera quelques 130 œuvres. Extraordinaire. 1874, mais ils les ont peintes avant, ces œuvres. Donc finalement, il est né avant l'impressionnisme. Oui, il est né C'est l'anniversaire de l'expo, plus que de l'impressionnisme. Il est né en 1873. Ah d'accord, pas longtemps. Claude Monet et son œuvre Impression Soleil Levant. Auguste Renoir dira un matin, j'aime bien cette phrase, l'un de nous manquait de noir, se servit de bleu, l'impressionnisme était né. C'est joli, hein. Lors de cette exposition en 1874, un critique d'art, un certain Louis Leroy, a commenté en disant que ce n'était pas de la peinture qu'il voyait, mais des impressions. C'est lui qui a inventé le terme. Soleil Levant et Louis Leroy, ça fonctionne. Si aujourd'hui c'est une peinture qui attire énormément de visiteurs dans les musées et pas seulement en France, il faut dire qu'à l'époque elle était boudée. Raison pour laquelle ils faisaient leur salon à côté d'ailleurs. Bah oui, les artistes étaient considérés comme des barbouilleurs. Ça ne marchait pas très bien, il faut le dire. Il y avait de la solidarité entre peintres. Par exemple, Caillebotte, qui est un des peintres, lui, il avait un petit peu de fortune personnelle. Il pouvait aider ses autres copains peintres en achetant leurs œuvres. Notamment, il a aidé des gens, Degas, exactement, et Monet. Et puis, ils ont eu le soutien d'un marchand d'art assez devenu célèbre, Paul Durand-Ruel. Ce dernier prend quelques artistes sous son aile, notamment Monet, et va les exposer aux États-Unis. Et là, c'est un succès. Voilà. Alors aujourd'hui, on explose absolument tous les records. Une œuvre comme les joueurs de cartes de Cézanne figure parmi les tableaux les plus chers au monde. Oui, il a été vendu en 2011 à la famille royale du Qatar pour 250 millions de dollars. Autre exemple, Meule, un tableau de Monet datant de 1890 qui a été vendu 110,7 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York. Un record pour l'artiste français et pour une toile impressionniste. On est loin des barbouilleurs là. On est assez loin. Au-delà du fait que ça produit des impressions, si on devait caractériser un petit peu l'impressionnisme. J'ai envie de dire, au diable les principes académiques. C'est ça. L'impressionnisme. On ne peint ni des thèmes historiques, ni mythologiques, ni religieux. Ces artistes peignent la vie moderne. Des scènes de famille, des paysages, des scènes champêtres. Et surtout, ils peignent directement. Ils ne font pas de pré-esquisse, de pré-croquis avant comme ça se faisait. Et puis, ils peignent face à leur objet.
pas en atelier. Ça, c'est très nouveau. C'est très... Et sur le style, les couleurs notamment, vous avez déjà cité... Oui, Renoir, mais des couleurs vives, avec des couleurs vibrantes, comme on dit, grâce à des traits rapides, courbes et courts et de couleurs pures. Monet dira... La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment. Formidable. Quelques petites anecdotes pour terminer? Oui. Sur Monet, non? Oui. Vous aimez bien Monet, les anecdotes? Oui, j'aime bien Monet, les anecdotes, j'aime beaucoup. beaucoup. Vous aimez tout, donc oui, les 3 femmes dans son œuvre Femme au jardin, qui date de 1866, ont toutes le même visage. C'est celui de Camille, son épouse. Et puis Monet, en 1891, a acheté, il était en train de peindre des peupliers. Et ces peupliers ont été mis aux enchères par la commune de Limetz, où il se trouvait, pour récupérer, pour les vendre à un marchand de bois. Et non, lui, il n'avait pas terminé son tableau, donc il a racheté ses peupliers. Pour pouvoir terminer son œuvre. Ouais. Eh ben, écoutez, comme il avait un peu les moyens à l'époque. 150e anniversaire de l'impressionnisme au musée d'Orsay à Paris, pas seulement. Hein, je crois que la Normandie également rend hommage. La Normandie, jusqu'au 22 septembre se tient en Normandie le festival Normandie impressionniste. Il y a 150 événements qui sont prévus, puis aussi, notamment aussi à Lille, il y a 3 expos prévus pour ce qu'on appelle le printemps impressionnisme. Voilà, Lille, la Normandie, Paris au minimum pour célébrer les 150 ans de la première exposition des impressionnistes. On se retrouve pour la récré? Avec plaisir. Grand oral, Amélie Antoine. Vous avez besoin de trouver un coupable. Alors je vais vous dire ce que je pense. Personne n'est innocent dans ce qui s'est passé, personne. C'est le père de Sarah qui parle dans Ne vois-tu rien venir, le roman d'Amélie Antoine qui vient de sortir chez Syros. Et ce père, il parle après ce drame dont on ne sait rien mais qu'on devine au fil des pages. Vous avez fait de Sarah un personnage profondément détestable. Je vous le dis tout de suite, parce que quand vous disiez on entre dans la peau de l'une et de l'autre, Sarah, on n'a quand même pas très envie. Mais c'est aussi un personnage dont on comprend très rapidement qu'il est prisonnier d'une souffrance et en l'occurrence une maladie chronique incurable. Oui, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse quand je construis un roman et quand je construis des personnages, la première chose que je cherche et qui m'intéresse, c'est la faille. Quelle va être la faille de ce personnage? Donc Orlan, on en a déjà parlé. Sarah, il y a cette faille-là. Alors sa faille, c'est absolument pas la maladie. C'est la crainte que le diabète ne change le regard des autres sur elle. Sa faille, c'est ça, c'est l'importance pour elle qu'a le regard des autres. Ouais, vous dites quand même, vous lui faites dire pas de rémission, pas de guérison. C'est quand même une maladie omniprésente. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle devient harceleuse. Ouais. Mais par contre, l'importance que le regard des autres a sur elle, le besoin qu'elle a d'être populaire et de le rester, le sentiment de toute puissance que lui donne le harcèlement qu'elle fait sur Orlan. Et pas que sur Orlan d'ailleurs, voilà. Parce qu'elle est, vous le dites à un moment, hein, elle choisit ses victimes depuis le début du collège en fait. Personne ne doit savoir que je suis différente, dit-elle. C'est ça. Ouais. Elle construit donc sa propre personnalité autour de cette popularité, mais c'est une popularité qui repose sur la peur qu'elle diffuse. Et d'ailleurs, une de ses amies le dit à un moment. Oui, mais c'est intimement lié, effectivement. Elle aime être mise sur un piédestal et elle aime être crainte. Plus que tout, ce qu'elle aime, c'est que les autres soient à ses pieds. Et elle a l'impression de régner sur sa cour, de régner sur son petit monde. C'est une place qu'elle n'a pas dans sa famille. Il y a aussi cet aspect-là dans le roman. Dans sa famille, il y a un frère. Ce frère, c'est un peu le chouchou. Ouais. Les parents sont indulgents. Il est premier de classe. Il est tout ce qu'elle n'est pas. Mais il l'adule. Il l'adule, mais malgré tout, le regard de ses parents compte aussi, et la place qu'elle a au collège, c'est une place qu'elle n'a pas au sein de sa famille. Ouais, il y a quand même une jolie scène sur les cocottes en papier, si je me souviens bien. Sarah, je vais quand même essayer de la sauver un tout petit peu. Vous ne la sauvez pas avec le diabète, je veux bien, même si c'est une maladie quand même extrêmement lourde, finalement, longue. C'est vous qui avez dit qu'elle était détestable. Hein. Ah bah par ailleurs, elle est détestable, ça je suis d'accord. C'est quand même une fille extraordinairement seule. Vous venez de parler de sa famille, en tout cas, elle se sent seule. Elle se sent très seule, effectivement, au sein de sa famille, elle se sent seule. Et malgré tout, si on dissèque un peu les relations d'amitié qu'elle a au collège, qu'est-ce que c'est des amis qui ne restent que parce qu'elle est populaire, finalement. Ou parce qu'ils ont peur d'elle, ou les deux. Voilà, exactement. C'est pas tout à fait des amitiés. Il y a des mains qui se tendent en direction d'Orlan, qu'elle ne veut pas ou ne peut pas saisir. Il y a un mot qui revient régulièrement dans le roman, c'est la notion de honte. Elle a honte de ce qui lui arrive, Orlan. Oui, elle a honte de ce qui lui arrive parce qu'elle se dit je devrais être en capacité de me débrouiller tout seul, je devrais être en capacité de ne pas appeler au secours. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'en parle jamais à ses parents. Et la suite de ça, c'est si on me fait autant de mal, c'est forcément dans un sens que je l'ai mérité. Alors qu'il n'y a absolument pas de lien de cause à effet, c'est juste c'est tombé sur elle parce qu'elle était dans une situation de vulnérabilité et il n'y a absolument pas de valeur morale au fait que ce soit elle qui soit harcelée. Le mot harcelé d'ailleurs, elle n'ose même pas le prononcer,
Elle dit, c'est page 87, le mot harceler est peut-être un peu fort. Oui, parce Alors, ça que... fait 87 pages qu'elle se fait harceler quand même. Ouais. Mais parce que je pense sincèrement que quand on est à l'extérieur, si on vous raconte une situation d'un de vos proches, etc., ça vous semble évident que c'est du harcèlement. Mais quand vous le vivez, il faut déjà le temps que ça s'installe. Et quand c'est installé, comme il y a toute cette spirale de dévalorisation de soi, d'être convaincu qu'on y est pour quelque chose, que si ça nous arrive, c'est que on a fait quelque chose pour le faire et que si on n'est pas responsable du fait que ce soit arrivé, on est responsable du fait que ça continue. Et tout ça, ça fait que la honte l'emporte. Je suis ni lâche ni poucave, Ouais. elle dit. Mais oui, parce qu'effectivement, ça, c'est aussi un autre aspect du roman. Elle n'en parle pas à ses parents, elle n'en parle pas non plus spécialement aux profs, etc. Parce que ce qu'elle craint plus que tout, ce sont les représailles. Les représailles seront terribles aussi. La honte de devoir appeler un adulte et le fait que l'adulte... Elle ne croit pas au fait que ça résoudra quoi que ce soit. Et Sur quoi elle n'a pas forcément totalement tort. On va en parler après. Il y a un double épilogue, on va également en parler. Je note pour l'instant qu'il est intitulé Pile ou face, comme les deux faces d'une pièce ou d'une médaille. D'une certaine façon, Sarah et Orlan sont-elles les deux faces d'un même enfermement dans le silence? Je poserai la question à Amélie-Antoine, mais juste après, la récré garantie sans harcèlement, parce que c'est un mauvais moment, la récré, quand on se fait harceler. Allez-y. Sans harcèlement. Non, sans harcèlement. On se retrouve, Cécile. On va parler des échecs. Les échecs pour lutter contre l'échec au singulier, l'échec scolaire, et une belle initiative dont vous nous parlez aujourd'hui. Oui, je vous emmène à Digue-les-Bains, dans le département des Alpes de Haute-Provence, où l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, a choisi donc le jeu d'échecs pour aider les enfants en difficulté. En complément de l'aide aux devoirs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a diverses animations qui sont proposées sur des sessions de 30 minutes. Les échecs en font partie. Parce qu'il faut bien le dire, les échecs permettent de reprendre confiance en soi. C'est pas leur seule vertu. Oh non, il y en a bien plein. Allez. Effectivement, sur la thèse de l'ancien maire de Lyon, Michel Noir, qu'il a écrite en 2002, les échecs permettent d'augmenter la concentration de 50%, la mémoire de 22% et la logique de 32%. Alors, il y a eu d'autres études dans ce genre. Une autre en 2021. Jouer aux échecs rendrait plus intelligent. Vous dites ça avec un petit sourire de genre n'importe quoi. Non, mais je ne joue pas aux échecs. Oui, c'est ça. Cette étude a été menée sur 248 élèves de CM2. Les résultats montrent qu'après 10 mois de pratique, jouer a permis aux enfants d'améliorer leur capacité de raisonnement logique, ce qui a augmenté leur note en mathématiques, ce qui n'est pas un mal en France. Le niveau n'est pas dingue. On en parlait il y a quelques jours. Alors, en revanche, ce que démontrait la thèse de Michel Noir en 2002 n'a pas été confirmé. Aucune amélioration n'a été observée concernant leur capacité d'attention ni même leur créativité. Autre vertu du jeu d'échecs, cette expérience, elle a montré que ça permet de réduire l'aversion au risque des écoliers. Oui, et puis ça développe le QI. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Alfred Binet, qui n'est autre que celui qui a inventé la notion de QI. Il est un peu bien placé. Il a écrit un livre qui s'appelle Psychologie des grands calculateurs et joueurs d'échecs, paru en 1894 sur ce thème. D'accord, et extraordinaire. Oui, j'en sais des choses. La concentration, la logique. Exactement. Mais il n'y a rien de mauvais dans les échecs, à moins peut-être la position statique. Et pourtant, vous avez une solution à cela. Oui, avec cette nouvelle discipline qui s'appelle le chessboxing, mélange de boxe et d'échecs. On peut mélanger n'importe quoi. Je vous explique. L'épreuve commence par une partie d'échecs pendant 3 minutes et s'il n'y a pas de vainqueur, les joueurs prennent leurs gants pour s'affronter dans un round de 3 minutes de boxe. S'il n'y a pas de chaos, on reprend la partie d'échecs et ainsi de suite et cela dure au maximum 11 rounds, 6 d'échecs et 5 de boxe. J'adore. Les chessboxers, ça s'appelle des chessboxers, portent un casque de protection pour la boxe et ils portent un casque anti-bruit pour pouvoir se concentrer pendant qu'ils jouent aux échecs. Discipline qui est née d'une bande dessinée d'un immense artiste qui est Enki Bilal. Exactement, elle apparaît dans son album Froid Équateur, le 3e volet de la trilogie Nicopole, paru en 1800, le pauvre, en 1992. C'est pas comme chez Casterman. C'est très officiel maintenant le chessboxing. Oui, il y a une fédération française de chessboxing et même un championnat du monde de chessboxing en Italie avec la participation. Ah ouais, mais ça, à force d'écrire chessboxing 15 fois dans votre chronique, vous vous aidez pas. De nombreux Français qui ont déjà gagné plusieurs titres mondiaux de chessboxing. Dont Valentin Marcel, un jurassien dont il faut se rappeler du nom, je pense que c'est un espoir. Et c'est un sport en devenir. Il n'y a pas énormément de licenciés pour le moment. Aujourd'hui, il y a 3500 licenciés dans le monde. Et donc, rappelons que les échecs, c'est bon pour le cerveau et la boxe pour les biscottes.
photo. Waouh, extraordinaire. Ça développe 2 ou 3 compétences. Aussi, moi, je croyais quand vous avez dit échec, enfin chessboxing, que c'était qu'on reproduisait l'échiquier et ben que non. les pions se battaient contre les pions. C'est pas mal comme idée, vous devriez appeler la Fédération française de chessboxing. Bilal pour un nouveau volume de Nicopole. Merci beaucoup Cécile pour cette récré. Amélie-Antoine, le grand oral. Un livre bouleversant et nécessaire. C'est Emmanuel Piquet qui le dit sur la couverture de Ne vois-tu rien venir, le roman d'Amélie-Antoine sur le harcèlement qui vient de sortir chez Syros. Amélie-Antoine, alors j'allais dire Amélie-Antoine, grande spécialiste du harcèlement. En fait, c'est Emmanuel Piquet, grande spécialiste du harcèlement, mais vous l'êtes devenu, j'ai l'impression quand même. Il y a un personnage lumineux, pour pas que les personnes qui sont susceptibles de lire, c'est plutôt pour les ados d'ailleurs comme bouquin. Oui, en fait, l'origine. Moi, je pense que les parents, c'est chouette de les lire, mais c'est plutôt pour les ados. C'est un roman à destination des ados, qui est une adaptation d'un roman adulte que vous aviez publié il y a quelques années, qui s'appelle Raison obscure. Exactement. Donc les parents peuvent tout à fait. On peut le lire, ou lire Raison obscure pour les parents et Ne vois-tu rien venir pour les ados. Il y a quand même un personnage un peu plus que lumineux, c'est Gauthier. Oui, je ne sais pas s'il est particulièrement lumineux. Oh bah quand même. Il fait pression. C'est le seul à faire un truc. Oui, mais... Et ça marche. Oui. Non? Je sais pas, c'est dans votre livre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il a été mis en contact de ce qu'était le harcèlement par son frère. Oui, c'est ça, son petit frère qui a été racketté quelques années auparavant et du coup, il ne comprend absolument pas... le comportement de Sarah. Le comportement de Sarah. Voilà. Pour lui, c'est absolument impossible. Il y a quand même 2-3 arguments pour dire à Sarah d'arrêter, qui est que Sarah est amoureuse de lui. C'est ça. Et qu'elle est sensible à ça, Sarah. Mais ce qui est triste, c'est que le seul argument que peut entendre Sarah, qui peut lui faire arrêter le harcèlement, ce n'est pas un argument moral ou de dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est ce n'est pas dans ton intérêt. C'est ça qui peut la faire agir, c'est ce n'est pas dans ton intérêt de continuer. Bon, donc il n'y a pas de personnage du tout dans le roman. Il y a 2 fins, on ne va pas forcément les dire dans le détail. L'idée dans ces 2 fins, c'est qu'il y a quand même l'une d'entre elles évoque un chemin de rédemption. Oui, c'est une fin... Alors, c'est pas qu'il y a 2 fins. Il y a la vraie fin. Il y a la vraie et il y a ce qui aurait pu se passer ici. Voilà, c'est ça. Il y a ce qui aurait pu être. Et donc, dans la deuxième... Dans ce qui aurait pu être. Voilà, dans ce qui aurait pu être, effectivement, on amène quand même un peu de lumière sur comment l'issue aurait pu être différente avec, finalement, peut-être pas grand-chose. Moi, ce qui me frappe en vous lisant aussi, c'est que vous avez fait dans le roman des adultes qui ne sont pas très adultes, au fond. Enfin, ils sont un peu... Est-ce que les adultes sont vraiment adultes? Oui, ok, super. Non, mais il y a une CPE, par exemple, qui est d'un fatalisme qui n'est pas hyper satisfaisant, même si ce qu'elle dit n'est pas complètement faux. Oui. Je veux bien que vous reveniez là-dessus. D'ailleurs, on l'a mentionné tout à l'heure, quand on dit les adultes ne règlent pas forcément très bien toutes ces questions. Elle est peut-être fataliste, mais c'est la seule qui essaye d'expliquer à Orlan qu'elle a les ressources en elle pour s'en sortir face à Sarah. Qu'elle peut développer une stratégie de résistance, qu'elle peut apprendre à lui répondre, qu'elle peut se redresser et qu'il ne faut pas attendre des adultes qui le fassent à sa place puisque elle a les capacités de le faire. Et c'est pour moi, c'est la seule personne dans l'entourage d'Orlan qui lui donne des clés à un moment donné. Qui lui donne des clés. Et Emmanuel Piquet insiste, il y a une petite post-phase, c'est ça. Il y a une post-phase d'Emmanuel Piquet, donc spécialiste de ces questions de harcèlement depuis des années, et qui insiste sur ce passage-là en disant ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut réussir, on y arrive à s'en sortir quand l'ado, l'enfant réussit à comprendre qu'une partie de la réponse est en lui, qu'il a une partie de la ressource pour résoudre le problème. Alors après, ce qui est évident, c'est que pour que l'ado comprenne qu'il a les ressources en lui, il faut à un moment qu'il y ait quelqu'un qui puisse le guider. C'est ça. Le rôle de la fratrie aussi, là on a un Ezio qui est prêt à tout pour sauver sa sœur. Oui, du diabète qui est en vie en tout cas. Et puis une Marjorie qui est la sœur elle d'Orlan, qui elle est également enfermée finalement dans sa propre rébellion, dans sa crise d'ado. Elle ne voit pas du tout ce qui arrive à sa frangine. Non, elle ne voit pas du tout ce qui arrive à sa sœur. Et ce qui était aussi intéressant pour moi dans le personnage... donc Orlan, elle a une grande sœur qui s'appelle Marjorie, qui est du coup en pleine rébellion, qui est au lycée, qui est en pleine rébellion. Elle a un petit frère qui, lui, est plutôt turbulent. Souvent, les parents sont convoqués à l'école. Et ça, ce faisceau-là, fait que les parents d'Orlan... Pour eux, Orlan, c'est l'enfant qui ne pose pas de problème. Bon, et puis en plus, comme les parents ont leur dossier à eux au même moment, ça ne facilite pas tout. On termine avec ce conseil qu'Emmanuel Piquet donne à la fin de l'ouvrage. Il y a un petit addendum extrêmement utile. Les ingrédients d'une résistance revigorante contre le harcèlement sont l'observation, l'autodérision, l'humour et surtout le courage. Oui, mais oui. Et la fin alternative qui est proposée, c'est ça. C'est la manière dont à un moment, Orlan
va répondre à Sarah, non pas en étant dans la défense, non pas en étant en train de lui dire arrête, tu me fais mal, mais en lui disant mais en fait vas-y, continue, parce que finalement si j'étais pas là, tu serais quoi? Amélie, Antoine, ne vois-tu rien venir, la version ado d'un ouvrage précédemment paru pour les adultes, sous le titre que vous allez rappeler, même si je l'ai lu. De raisons obscures. Raison obscure. Là, c'est chez Syros et ça vient de sortir. On va continuer à parler de livres. On va continuer à parler de livres pour les enfants ou les ados, puisque nous sommes vendredi et c'est jour de librairie avec Célie Luton, à qui Cécile va céder la place. Cécile, merci. Célie Luton, la librairie. Et comme tous les vendredis, nous poussons les portes de la librairie de Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Allez, 2 nouveaux livres pour les jeunes, en plus du Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine. Et on commence avec Le Roi Chat de Jérémy Moreau et Céline Lee. C'est dans la collection Ronce d'Albin Michel Jeunesse. Oui, je l'adore. À partir de 4-5 ans, vous vous en doutez, on n'est pas sur un album humoristique, c'est une fable Bah, je m'en moderne. doute, non, pas du tout. C'est un chat. Oui, mais c'est le drôle, les chats. roi chat. Ah ouais. Monsieur le chat qui se balade, le ventre bien rempli de croquettes. C'est facile de chasser quand finalement on n'a pas très faim. C'est vrai. Et le jour où on n'a plus nos C'est croquettes, vrai que là, il est un peu moins aimable. bah oui, il n'y a plus de croquettes. Eh ouais. Bah, comment vous feriez, vous, si vous n'avez plus de croquettes? Je miaule, je Ah me ouais. frotte, je fais des trucs que font les chats. C'est ce qu'il va faire. Et Quitter son domicile, ah non, il part, lui. Mais oui, il va Il est partir. fou, il faut culpabiliser le maître. C'est un retour à l'état de nature et pour voir qu'on peut aussi gagner son repas. Ok, mais un chat domestique, comment il fait? Il va rencontrer des animaux un peu moins domestiques et... C'est un faux chat domestique. Là, c'est un roi qui va se rendre compte que son pouvoir ne tenait qu'à un repas et que finalement, il y a une autre manière d'être le roi de son destin. Il rencontre un nouveau... Oui. Il rencontre plus roi que lui. Oui, mais il refuse la couronne de roi, le lynx. Extraordinaire. Oui. Deuxième roman, enfin deuxième livre qui est un roman, Soif, les orphelins d'Argentan d'Alice Brière. À quai, c'est au Rouergue. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur, un des plus beaux romans que j'ai lus cette année pour le moment. Il est court. C'est quel âge? 9 ans, hein? À partir de 9 ans, il est très simple. Alors, arachnophobe, abstenez-vous ou pas finalement, parce qu'on peut passer au-dessus de nos peurs. L'histoire de Lise. Lise a perdu sa maman qui est morte pendant l'accouchement de son petit frère. Elle est séparée de sa famille. Son père est porté disparu. Mais c'est génial. Écoutez, je suis désolée, David Copperfield, c'était pas plus joyeux. Non, c'est vrai, les orphelins Baudelaire non plus. Là, c'est les orphelins d'Argentan. Oui, alors Argentan. Argentan, c'est un orphelinat qui fabrique la plus belle dentelle de France. La plus belle et la plus soyeuse. Soit on va tisser. Qui tisse? Qui Les araignées. tisse? Et voilà. On n'en dit pas plus, on va flirter avec le fantastique. Génial. Oui. Aux éditions du Rouergue. Et le troisième de Gilles Abier, c'est Louis et tu, Lou sans P. Et c'est chez Slalom. Alors là, nous allons suivre... Non, pas Lou. Lou, elle est là, c'est vrai. Mais Lou a été plongée dans le coma suite à une chute d'escalade. Génial! Ah non, mais je suis joyeuse. C'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. Non mais on va suivre le parcours de Noah, son meilleur ami, son amoureux, celui qui est mis de côté par la famille parce que quand la jeune fille est à l'hôpital, on va dire que c'est la faute de l'amoureux. Et quand elle se réveille, elle n'est plus la même. Elle qui était avant sportive, férue d'escalade, elle se retrouve avec une nouvelle popularité qu'elle aime beaucoup. Les choses qu'elle trouvait avant superficielles et qu'il a laissées de marbre vont être très importantes pour elle. Et Noah, lui, il a envie de retrouver La Lou d'avant. exactement leur amitié, leur histoire d'amour. Et comble du comble, il va se retrouver à enquêter avec la sœur jumelle de Lou. Pour savoir ce qui s'est passé. Et Oui. si Lou pouvait en cacher une autre, c'est de Gilles Abier, ça vient de sortir. C'est assez palpitant, c'est pour les plus âgés, ça. Oui, fin collège. Ouais, collège. Merci beaucoup pour ces conseils, comme chaque semaine, Célie. Merci Amélie de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. Ne plaisir. vois-tu rien venir? C'est chez Syros et c'est le nouveau roman d'Amélie Antoine. C'est sur le harcèlement. Encore un sujet joyeux aujourd'hui. Bon vendredi, bon week-end. Heureusement que le week-end arrive. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage Benjamin Réglin, Marine Plantec, j'en perds tous mes moyens, à la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin et à la réalisation Mani Pézeshk. Et Marine, elle est en régie avec Pénélope, à qui on souhaite la bienvenue sur School TV. Vous restez sur notre chaîne et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.